122 jours depuis notre dernière rencontre Mineta face à la presse. C'est un concept que vous connaissez très bien, qui est axé sur deux principes majeurs, la redevabilité, mais aussi la transparence dans l'action du gouvernement, tel que voulu par le président de la République, chef de l'État, je cite son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo et Madame la Première ministre. Nous revoilà, nous étions ici il y a 122 jours, ici au 6e étage de l'immeuble du gouvernement, où il était question d'écouter M. le ministre d'État, en son temps, ministre d'État à l'aménagement du territoire, et aujourd'hui aux relations avec le Parlement. Depuis la remise en prise, le 13 août 2025, beaucoup d'innovations, beaucoup d'actions, et on parle déjà de ces 100 jours à la tête de ces prestigieux ministères. Même si ça ne fait que 96 pour être exact. Il sera question de rendre compte. Il sera question de redevabilité, mais surtout d'échanges portés sur toutes les actions que les ministres d'État en relation avec le Parlement, Maître Guy Luando Mboyo, a eu à initier. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, chers amis de la presse, bonjour. Je pense que vous étiez avec nous. J'ai essayé de reconnaître Christopher Ochokoum qui était là, Papa Willy Kalengai, Madame Élisée Odia qui était là aussi. Et on s'est encore revus. Nous allons accorder la parole, comme c'était l'autre fois, au ministre d'État qui va nous faire le point sur toutes les actions à la tête de relations avec le Parlement dès ces 100 jours. Et on va revenir pour prendre des questions et lancer les échanges comme c'était la fois dernière. Excellence, vous avez la parole. D'emblée, je tiens d'abord à vous dire merci. À vous, les femmes et les hommes de la presse, qui nous aident, nous, pouvoir public, dans le travail qu'on fait, celui d'agir au profit de la population, conformément à la vision. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que nous arrivions dans cet exercice de redevabilité à expliquer à la population ce qui est fait pour son bien-être. Et ce travail de communication, ce travail d'information, ce travail d'éducation de l'opinion passe par vous. Donc, en mon nom propre et au nom de tout le personnel de mon cabinet, je tiens à vous dire merci de s'être déplacé pour que nous puissions vous recevoir ici. Nous sommes là parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait été élu en 2023. Et il avait prêté serment le 20 janvier devant la nation. Et de cette prestation de serment, il avait fixé son mandat sur base de certaines priorités, qui sont résumées en 6 priorités de son action. Cette personne n'est rien d'autre que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et c'est de sa vision que Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a conçu le programme d'action du gouvernement, le PAG 2024-2028, dans lequel il y a plusieurs piliers du programme d'action, dont les relations avec le Parlement. Dans notre système de démocratie, notre régime politique, où le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, c'est une responsabilité politique, parce que nous sommes investis, le gouvernement est investi par l'Assemblée, c'est ce qui avait eu lieu le 12 juin, avec l'investiture du gouvernement Souminois 1. Et dans ce programme d'action, chaque pilier renferme l'ensemble des actions que le gouvernement, comme pouvoir exécutif, est appelé à agir pour la population. Et donc le gouvernement étant responsable devant l'Assemblée nationale, principalement et indirectement devant le Parlement, même si le Sénat également exerce son contrôle sur le gouvernement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit assurer cette interconnexion. Il faut que le Parlement puisse avoir un interlocuteur. Et
au premier gouvernement Soumino 1, ce ministère n'était pas repris dans l'architecture gouvernementale. Il a donc pris à son Excellence, M. le Président de la République et Mme la Première ministre, de réhabiliter le ministère des Relations avec le Parlement dans le cadre du gouvernement Soumino 2. Alors, c'est quoi le ministère des Relations avec le Parlement? Parce que des fois, on nous attribue des choses qui ne rentrent pas dans nos prérogatives. En droit administratif, la compétence état d'attribution. Ce ministère tire sa base de l'ordonnance du 7 janvier 2022 portant attribution de ministère. On a 15, c'est au point 1, 4.1.b.43 de cette ordonnance du 7 janvier 2022. Nous avons 15 attributions. Mais en résumé, ce ministère assure la représentativité du gouvernement auprès de 2 chambres. Ça veut dire que il est vrai que nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Mais il y a toujours des passerelles de collaboration, des passerelles d'échange pour ne pas asphyxier l'appareil étatique. Parce que si chacun, le pouvoir judiciaire dit « je n'ai rien à voir avec le pouvoir exécutif », mais pour son fonctionnement, les ressources doivent venir du gouvernement. Et donc si le gouvernement aussi dit que, écoute, le pouvoir législatif, je n'ai rien à voir, eh bien, le gouvernement sera bloqué parce qu'il aura besoin de la loi des finances. Le programme d'action dont je fais allusion se traduit chaque année par une loi des finances. D'ailleurs, demain, mardi, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, sera appelée à se livrer à cet exercice d'aller solliciter l'autorisation de mobilisation d'une part des recettes publiques et d'autre part les dépenses à effectuer au profit de la population dans les secteurs de la santé, de l'économie, des infrastructures et tant d'autres. Et donc celui qui assure ce pont, c'est le ministère des Relations avec le Parlement. Donc les gens ne s'étonnent pas de voir ma présence très permanente. Vous dites, mais comment lui il est au gouvernement? Mais chaque fois on le voit au Parlement. Il vient faire quoi? Donc nous assurons la représentativité du gouvernement au niveau du Parlement. Et puisque le pouvoir législatif, c'est à ce pouvoir que revient le rôle de l'élaboration des textes et des lois, comme vous le savez, sur le plan de la Constitution, l'initiative législative appartient à la fois au gouvernement sous forme de projet de loi et au Parlement sous forme de proposition de loi. Même si un député, un sénateur initie un texte de loi, la Constitution dit qu'après l'adoption de ce texte par le Parlement, ça doit venir au gouvernement pour que le gouvernement aussi donne son avis dans les 15 jours. Eh bien, ce travail d'enrichissement des textes, d'abord au sein du gouvernement, à travers la commission des lois, parce que lorsqu'un projet de loi, donc l'initiative qui vient du gouvernement, il faut l'enrichir. Il y a toute une méthode, toute une technique d'élaboration des textes qu'on appelle la légistique. Il faut le rendre potable, il faut le rendre compréhensible. Ce travail d'enrichissement, c'est un travail qui revient au ministère des Relations avec les Parlements. Et cela, pour ce qui concerne également le contrôle, l'article 138 de la Constitution prévoit des mécanismes de contrôle de l'action tant du gouvernement que des entreprises publiques et des établissements publics. Ce contrôle passe par des questions orales avec débat, des questions écrites, des interpellations, des motions de défiance, des motions de censure, tous ces mécanismes qui permettent au Parlement de s'assurer que lorsque le gouvernement était venu solliciter l'investiture, il avait promis 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque année, le gouvernement revient pour dire que au cours de l'année 2025, voilà ce que je compte engager comme dépenses pour la rémunération, ce que je compte engager comme dépenses pour les investissements, dans tel domaine, la recherche, l'enseignement supérieur. Quand une loi sanctionne cette autorisation, le Parlement ne veut pas dire, bon, c'est fini, on travail s'arrête là. Le gouvernement peut aller exécuter les lois que nous avons votées. Non. Donc le Parlement doit suivre et s'assurer que le gouvernement travaille bel et bien au profit de la population. Et cela pour tous les secteurs de la vie nationale. Et cela passe par des mécanismes de contrôle. Et donc lorsque un membre du gouvernement fait l'objet d'une question écrite,
d'une question orale avec débat. Il est appelé à aller se présenter, que ce soit dans les commissions, parce que vous savez que le Parlement est organisé en termes d'organes de travail par des commissions. Il y a la commission environnement, commission infrastructure, commission ECOFIN, commission PAJ, et tant d'autres commissions qui se trouvent. C'est pratiquement la même organisation au niveau du gouvernement, parce que nous aussi, le gouvernement est organisé sur base des commissions. Et donc, je suis appelé à accompagner. C'est comme ça que vous allez me voir aux côtés du ministre des Finances, parce qu'il doit aller présenter la loi sur la reddition des comptes, qui n'est rien d'autre que, lorsque vous allez auprès du Parlement solliciter l'autorisation des dépenses et des recettes, avant de venir encore pour solliciter l'autorisation pour l'année N+1, il faut d'abord venir rendre des comptes aux représentants du peuple, comment vous avez utilisé cet argent-là. Et c'est le ministre des Finances qui se soumet à cet exercice. C'est la loi de reddition des comptes. Donc, je serai à ses côtés, parce que après qu'il ait présenté l'économie de son exposé, les députés vont poser des questions. Vous dites, mais Amassima Nimba, ce qui est repris dans non seulement, d'abord, cette loi de reddition des comptes passe par la Cour des comptes pour s'assurer de sa véracité. Il y a un travail qui s'est fait entre la Cour des comptes, qui est l'organe de contrôle qui est rattaché à l'Assemblée nationale, qui vérifie que, dans le cas de la véracité, dans le cas de la certitude des chiffres, que ce que le gouvernement a présenté, ça correspond bel et bien. Et ce n'est que quand on finit cette étape d'harmonisation entre la Cour des comptes et le ministère des Finances, que maintenant, ce texte vient à l'Assemblée, on l'inscrit à l'ordre du jour, et je dois être là. Donc, j'accompagne mes collègues lorsqu'ils sont appelés à rendre des comptes aux représentants du peuple. Je participe également, dans le cadre de l'élaboration de l'ordre du jour, des matières à inscrire au cours d'une session. Ça veut dire que lorsque une chambre, au cours d'une session, a repris 1, 2, 3 matières, moi je pose la question au gouvernement, donc à Madame la Première ministre, s'il y a d'autres textes prioritaires qu'il faut faire inscrire à l'ordre du jour au cours d'une session. L'harmonisation de l'ordre du jour, c'est encore le ministère des Relations avec le Parlement. Voilà, en quelques mots, le rôle combien crucial, combien central que joue ce ministère pour permettre à ce que la stabilité institutionnelle que le chef de l'État ne cesse de demander, au-delà de la séparation du pouvoir, qui est cette stabilité passe avant tout par les dialogues, par des échanges, permettre que l'exécutif puisse répondre de ses actions devant la représentation populaire. Alors, qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous sommes là? Nous avons questionné l'ordonnance portant attribution, comme j'ai dit. J'ai essayé de résumer les quelques attributions. J'en ai 15, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous m'avez vu recevoir des éminents ministres qui sont passés avant moi. Je suis allé leur poser la question. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire que le temps n'a pas permis que vous puissiez les réaliser? Et un à un, ils m'ont dit, moi, à mon époque, s'il fallait refaire, voilà ce que j'aurais dû faire. Et j'ai noté, et de leurs idées, j'ai conçu maintenant un plan d'action conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et du programme d'action. Parce que tout ce qu'on fait doit être conforme à la vision du chef et au programme. Il n'y a pas une vision de Guy Luando, la vision c'est la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas un programme d'action de Guy Luando, il n'y a qu'un seul programme d'action du gouvernement pour lequel nous avons été investis, c'est le programme d'action défendu par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et donc, j'ai conçu quelques innovations pour améliorer la gouvernance dans mon secteur. La première chose, nous avons proposé au gouvernement la création d'une académie parlementaire, qu'on appelle APA RDC, qui est une formation contenue. Nous avons estimé que dans le cadre du droit parlementaire, dans le cadre de l'exercice de pouvoir public, il était question que celles et ceux qui sont concernés par ce travail puissent acquérir des compétences, acquérir de l'expertise dans ce qui concerne les droits parlementaires, la logistique, la communication politique et tant d'autres modules qui sont prévus dans le cadre de la formation continue. Et nous avons présenté ce dossier avec mon collègue le ministre de la formation professionnelle et le gouvernement avait décidé
et adopté que ça soit créé une académie parlementaire. Ça n'existe pas seulement en RDC, ça existe dans plusieurs pays. Mais pour nous, ici, c'est une première. On ne se substitue pas au Parlement, non. Cette formation ne concerne pas que les députés nationaux ou les sénateurs. Ça concerne les collaborateurs des élus, parce que vous savez que l'État paye une catégorie de gens qu'on appelle les assistants parlementaires. Ces assistants doivent être initiés au A, B, C, D du droit parlementaire. Comment accompagner un élu? Normalement, au cours de la session, les élus sont dans la capitale parce qu'ils doivent siéger. Mais lorsqu'il y a des vacances, l'élu doit rentrer dans sa circonscription électorale pour aller produire des vacances parlementaires, des rapports de vacances parlementaires. Je vais revenir sur ça un peu plus tard. Et donc, nous avons mis en place l'APA qui va ouvrir ses portes. La session commence au mois de janvier. Ça, c'est la première innovation que nous avons apportée dans le cadre de la formation continue. Et il y a un arrêté interministériel qui a été signé avec mon collègue le ministre de la formation professionnelle. Deuxième innovation, nous avons également pensé que c'est vrai, l'article 138 prévoit les questions orales, les questions écrites, mais il faut qu'il y ait un dialogue permanent, un moment d'échange. Et je parle sous votre contrôle. Je ne sais pas combien de journalistes ont eu sur un même plateau à la fois un ministre et un parlementaire. Généralement, vous recevez le ministre de son côté et le parlementaire de l'autre côté. C'est vrai, un peu de polémique, ça fait du bien. Nous, on a pensé proposer un cadre qu'on appelle la saison d'évaluation de l'action du gouvernement. En France, on appelle ça le printemps d'évaluation. C'est un cadre permanent d'échange, de discussion, qui permet que, puisque les temps de plénière sont limités, les temps de prise de parole sont limités, vous savez, les députés, les sénateurs qui représentent sa province, les députés qui représentent la population, il doit à chaque instant demander au gouvernement de lui rendre des comptes. C'est un exercice démocratique, ça ne peut pas être mal vu. D'ailleurs, c'est le moment où le ministre doit mieux se vendre, mieux vendre ce qu'il a pu accomplir sous le leadership de Madame la Première ministre dans son secteur. Alors, pour qu'il y ait un cadre permanent, on a pensé avoir, on appelle ça la saison d'évaluation de l'action du gouvernement, qui sera un cadre permanent d'échange. Le ministre de la Santé, avec le membre de la commission socio-culturelle, parce que la santé relève du ministère de la commission socio-culturelle, eh bien, il va venir rendre des comptes aux élus du peuple. Et c'est un débat qui est ouvert, où la population suit. S'il y a un hôpital qui va se construire à Idiofa dans 3 mois, avec un financement déjà bouclé, au-delà d'une programmation, au-delà de la cellule technique ou la cellule de communication du ministère, ben, l'élu d'Idiofa aura la bonne information. Si on veut apporter, vous avez suivi, j'ai accompagné mon collègue, le ministre d'État, ministre du Plan, pour aller répondre à la question orale avec débat de Madame la sénatrice Elisabeth sur le PDLSA 45 territoires. Mais on ne peut pas dire que puisque le ministre a été au Sénat et puis ça s'arrête là. Non. Cet échange doit être permanent. Peut-être que ce n'est pas tous les Congolais qui ont suivi cette plénière-là. On peut rediffuser ça à la RTNC une fois, 2 fois, mais après, est-ce que toute la population a suivi? Non. Il faut permettre à ce que le peuple, ce programme ambitieux du chef de l'État, qui a été accompagné par les agences d'exécution, qu'on comprenne combien d'argent a été mobilisé en termes de droits de tirage spéciaux, les DTS, combien ça a été injecté, où et comment, combien d'ouvrages ont été construits, quel est l'état actuel de ces ouvrages. Mais cette information doit être permanente. Donc ça ne peut pas être comme un dérangement pour mon collègue le ministre du Plan, si à chaque fois on vient lui poser la question, mais quid du programme du PDLSA 45 territoires. Donc il y a eu certes cette question orale avec débat, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Demain, par exemple, le gouvernement va lancer le compact résilience. Je crois que vous en avez entendu parler avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie. Il y a comme ça des programmes qui vont arriver, qui doivent être connus. Et donc, Madame la Première ministre, qui conduit demain de mettre ce gouvernement, a cette responsabilité de rendre des comptes.
Et donc, quand moi je fais ce travail au ministère de relations avec les parlements, c'est sous son contrôle, sous sa coordination. C'est un travail du gouvernement. Comme vous le savez, le gouvernement travaille en équipe. Il y a l'hémicycle. C'est un magazine qu'on a mis en place qui permet de valoriser le travail parlementaire et le travail gouvernemental. Comme je dis tout à l'heure, chaque rentrée parlementaire, les élus ont l'obligation de déposer au bureau des rapports de vacances parlementaires. Alors, ces rapports de vacances parlementaires qui sont destinés au gouvernement pour orienter les politiques publiques dans le sens des vrais besoins de la population. Parce que dans les rapports, vous allez trouver des aspects sécuritaires, la situation de la police, la situation de l'armée, dans tel autre endroit. Est-ce qu'il y a des équipements ou pas? Des questions sur la sécurité, des questions sur l'éducation, des questions sur les niveaux, sur la rémunération, sur l'état de route. Les élus prennent soin, parce que lorsqu'ils font leurs vacances, quand ils reviennent, maintenant, il faut exploiter ces rapports de vacances parlementaires. C'est vrai, c'est des tomes et des tomes. Et maintenant, nous, dans le cadre de l'hémicycle, non seulement on va commencer à publier ces rapports de vacances parlementaires, évidemment, en collaboration avec les deux chambres, parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis l'interconnexion. Je suis au gouvernement, certes, mais je suis là aussi pour le Parlement. Tout ce que je vous dis ici, que ce soit la PAC, que ce soit la saison d'évaluation, tout ce que j'avance comme innovation, cela se fera en collaboration avec d'abord le président de deux chambres, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le bureau des deux chambres. Ça sera toujours un travail de collaboration. Le gouvernement ne peut pas se substituer au Parlement. Non, c'est dans ce travail de cordon, d'assurer ce dialogue permanent, que nous avons envisagé toutes ces innovations pour permettre l'équilibre. Et donc, dans une approche de gestion basée sur les résultats, nous avons donc tenu compte, à mi-parcours, pendant ces 100 jours, de revenir vers vous pour nous permettre d'expliquer à la population le rôle de ces ministères. Il est vrai qu'il y a des élus du peuple qui ont commencé la 4e législature. Ils n'avaient pas le ministère des Relations avec les parlements. Donc, il est arrivé des fois à contacter directement les membres du gouvernement. Et donc, avec l'avènement de ce ministère, non, on ne peut plus. S'il y a une question à adresser, un éclaircissement, une rencontre envisagée avec le membre du gouvernement, ça passe avant tout par... C'est ici la porte d'entrée et la porte de sortie entre les élus du peuple et les membres du gouvernement. Les représentations dans des séances plénières pour des contrôles, on doit ajuster les agendas pour s'assurer qu'à cette date-là, le ministre n'est pas en mission officielle, pour ne pas paraître comme un manque de respect à l'institution Parlement. Ajuster les dates, ajuster les agendas, c'est aussi le rôle du ministère des Relations avec le Parlement. Et la formation dont je fais allusion de la part ne concerne pas seulement, comme j'ai dit, les sénateurs et les députés, y compris les députés provinciaux. Je crois que vous m'avez vu, j'ai reçu aussi les députés provinciaux. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, si nous devons évaluer la quantité des édits adoptés par les assemblées provinciales, nous sommes dans un pays, notre forme de l'État, nous sommes un État unitaire décentralisé. Ça veut dire que le développement doit venir de la base. Il y a des matières qui relèvent de la compétence exclusive des provinces. Il y a des matières qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, mais il y a également des compétences concurrentes qui doivent être organisées. Et enfin, nous avons pensé que dans le cadre de la stabilité institutionnelle, nous allons également présenter la mise en place d'un cadre de concertation nationale interinstitutionnelle, qui va permettre à ce que les tensions observées au niveau des entités territoriales décentralisées, des motions contre le gouverneur, le chef de l'État, vous l'avez suivi, il a tapé la main sur la table pour que la stabilité revienne. Et nous avons pensé, comme ministère des Relations avec le Parlement, proposer ce cadre permanent qui, si jamais le gouvernement l'adopte, qui va s'appeler le cadre des concertations nationales interinstitutionnelles. C'est un projet que nous allons porter avec mon collègue, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Voilà, chers mesdames et messieurs, les membres de la presse, en quelques mots, ce que je voulais vous exposer pour que vous nous aidiez à faire comprendre à la population
c'est quoi le ministère des Relations avec le Parlement? Parce que ça donne l'impression d'un chevauchement, ça fait un peu désordre. Si on n'avait pas l'information, ça peut toujours faire l'objet d'une mauvaise interprétation. Les documents de base, c'est l'ordonnance portant attribution, qui est claire, qui dit qui fait quoi. Et nous sommes en train d'exécuter ce qui est de nos attributions, conformément à la vision du chef de l'État et sous la coordination de Madame la Première ministre. Merci. Alors, on passe directement à l'étape de questions et réponses. Moi, je dirais que c'est plutôt un échange. On se manifeste et on avance. Voilà, on commence avec Madame Élisée Odia, Paouli Kalengay, Télé50 aussi. Élisée Odia, vous avez tout à l'heure parlé de l'harmonisation de l'ordre du jour comme faisant partie de vos attributions. On sait que vous avez fait, il y a eu remise et reprise le 13 août. Un mois après, le président Kamerhe est tombé et on vous a pointé du doigt. Est-ce que vous y étiez pour quelque chose dans le cadre de l'harmonisation de l'ordre du jour? Est-ce que vous avez pesé de tout votre poids pour que cette situation, alors qu'on était dans une session essentiellement budgétaire, pour que ça soit une priorité pendant cette session? Et autre chose, quand vous êtes arrivé à un état des lieux, vous avez trouvé que le Parlement a adopté combien de lois pendant une année? Quelles sont les lois qui ont été adoptées? Est-ce que vous pouvez l'estimer? Oui, il y a eu combien de contrôles parlementaires aussi? Combien de lois votées? Combien de contrôles parlementaires effectués? Merci Madame Élisée Odia. Au premier volet de votre question, le chef de l'État avait été clair là-dessus lorsqu'on l'a posé la question alors qu'il se trouvait à Washington. Je crois qu'il y a une interview qui existe. Le chef a été clair, il a dit c'est l'aboutissement d'une initiative propre aux députés. Donc, il ne faut pas m'attribuer des choses qui ne relèvent pas de ma compétence. Je vous renvoie donc à la réponse du chef de l'État. Quant aux différents textes de loi que nous avons fait un état des lieux depuis, en tout cas, le début de cette législature, il y en a plusieurs. Il y a d'abord la loi sur l'aménagement du territoire, une première que nous avons, pas moi personnellement, mais que le gouvernement avait initiée, et qui a permis à sa promulgation par le chef de l'État avec la loi de juillet 2025. Il y a les textes sur la fonction publique qui avaient été portés par le VPM Liaou. Nous avons également trouvé dans le pipe beaucoup de textes, dont le texte sur le marché financier, qui va être certainement inscrit au cours de cette session. Il y a un traité sur l'UNESCO qui concerne le produit radioactif qu'on nous devons ratifier. Il y a la modification de la loi foncière. Vous savez, la loi de 73. Notre collègue, la ministre, d'abord ça a commencé par le ministre Molindo, et puis ma collègue, la ministre Onej, a pu faire adopter au niveau du gouvernement la modification de la loi foncière. Et la plus grande innovation, c'est que on a rendu les conservateurs des titres immobiliers responsables pénalement. Ça veut dire que vous faites une imitation. Vous établissez un certificat d'enregistrement parce qu'avant, la responsabilité était étatique. Dès que le conservateur quittait ses fonctions, eh bien, c'est l'État qui se trouvait être appelé à répondre à gauche, à droite, dans les cours et tribunaux. Désormais, ce n'est plus le cas. Une fois que ce texte va être adopté au cours de cette session. Donc, le conservateur, vous signez un certificat d'enregistrement, vous faites une imitation sur un bien de l'État, ça engage votre responsabilité personnelle. Ce texte vient également régler la problématique de la thésaurisation des terres. C'est-à-dire que quelqu'un, il prend une portion de terre sous forme d'une concession ordinaire, un droit, un bail amphithéotique pour un usage précis, soit pour faire l'agriculture. Lui, il prend ça, il construit un hôtel. Donc, il affecte cet espace pas conformément aux droits fonciers qu'on lui a accordés. Ça aussi, ça pose un sérieux problème. Nous avons la loi sur l'agriculture. Vous avez suivi, lorsque le chef d'État était parti lancer la campagne agricole, mon collègue a bien dit que nous avons un problème d'inciter les investisseurs dans le secteur agricole parce que le cadre juridique pose un problème. Et donc mon collègue, le ministre d'État à l'agriculture, a initié la loi sur l'agriculture et la loi sur l'activité sémencière. Nous avons le texte de loi sur le barrage d'Inga, qui va venir. Nous avons le texte de loi sur le local content. Vous savez, dans le cadre de la sous-traitance, pour valoriser nos compétences en interne, il y a tout un texte de loi
qui va arriver. Il y aura aussi les textes sur le PPP, sur le partenariat public-privé, qui est déjà en pipe. Il y aura les nouveaux textes sur le code des investissements. Il y aura les nouveaux textes sur le code des impôts, où on va instituer un nouveau système fiscal, où les individus, il y a l'impôt individuel, les individus, comme ça se passe partout ailleurs, chacun a un numéro fiscal. C'est pas normal, vous vous retrouvez dans un bar, dans un restaurant, on vous charge la TVA, vous comme individu, vous payez effectivement la TVA, mais vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Donc, vous n'allez pas déclarer cet impôt. Conséquence, même s'il y aura des caisses enregistrées qui viendra, mais l'opérateur peut, comme je l'ai dit, peut faire apparaître cette collecte de la TVA dans son tableau général des résultats comme un revenu. Alors, il nous arrivera partout, en tout cas sous d'autres cieux, tout le monde déclare ses impôts. D'ailleurs, c'est obligatoire, même si c'est zéro. Mais il faut déclarer les impôts, parce que le paiement des impôts, c'est un devoir civique. On réclame au gouvernement des routes, on réclame des belles universités, on réclame l'amélioration du système de santé. Aujourd'hui, nous avons la couverture de santé universelle. Là, mon collègue, le ministre de la Santé, a lancé Étoile Bleue, qui est un service d'urgence qui va commencer à permettre à ce que, quand il y a un cas d'urgence, quelqu'un qui tombe dans une moto, il y a un accident, il est pris en charge immédiatement, gratuitement. Ça s'appelle un service Étoile Bleue. Et mon collègue, le ministre de la Santé, a défendu ça le vendredi passé au Conseil des ministres. Donc voilà un peu, Madame Odia, il y a beaucoup de textes. Évidemment, il y a des textes qui sont prioritaires, c'est ceux que je viens de vous citer. Et nous allons veiller à son inscription à l'ordre du jour pour que ça soit adopté et promulgué au cours de cette session de septembre, qui est essentiellement budgétaire. Mais cela n'empêche pas que le Parlement puisse également traiter des textes autres que, au-delà des textes sur la prorogation. Je crois que vous voyez mon collègue, le ministre de la Justice, qui se présente chaque 15 jours au Parlement pour la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, à savoir dans le Nord Kivu et en Ituri. Félicitations, Monsieur le ministre d'État, pour ces innovations. Si elles sont mises en place et qu'elles fonctionnent, elles vont certainement constituer un pas, un grand pas. Néanmoins, je voudrais revenir sur un aspect, c'est celui de ce que j'appelle la coupe gardée. Donc le gouvernement a agi sur les assemblées provinciales. L'on s'interroge sur la légalité d'une telle mesure. Comment un gouvernement peut interdire à des députés, à des élus du peuple, d'exercer leurs fonctions de contrôle sur des gouvernements provinciaux? D'autant plus que cette interdiction-là, elle n'est pas suivie d'une interdiction d'envoyer des moyens. Les moyens sont toujours envoyés en province. Les gouverneurs vont continuer effectivement à gérer de manière, je peux dire même partisane, et on empêche les députés de les sanctionner. Est-ce que cette façon d'agir du gouvernement n'est pas antidémocratique? Qu'est-ce qui fonde le ministre de l'Intérieur de quoi qu'il peut gérer les assemblées provinciales? Ce ne sont pas des divisions du ministère de l'Intérieur, c'est des organes délibérants. Alors, si la Constitution leur donne ce pouvoir, même les chefs d'État doivent respecter ce pouvoir. Alors, si le chef d'État n'est pas d'accord avec la manière dont les assemblées sont gérées, il a le pouvoir de les dissoudre, mais pas d'empêcher les députés de faire des motions. Voilà un peu ma préoccupation en cet instant. Ça, c'est une question, une préoccupation? C'est une question, en fait. Parce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur, que vous allez agir ensemble. C'est aussi par vous que vont passer ces décisions, de demander aux députés de ne rien faire. Peut-on empêcher un député de ne rien faire en disant pas d'émotion jusqu'à ce que la guerre se termine? C'est dans quel texte tout ça? Merci, cher Willy. J'aime bien, vous êtes dans votre rôle de journaliste. Vous ne faites que traduire en question les préoccupations de la population. Le VPM de l'Intérieur a été clair lorsqu'il a reçu le gouverneur. D'abord, il y avait le premier atelier que nous avons organisé avec lui sur la stabilité des institutions. Et
la deuxième rencontre qu'il a organisée, cette fois-là, il a été clair, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est d'ailleurs revenu sur ça dans sa communication lors du dernier Conseil des ministres. Je crois que vous avez suivi mon collègue le ministre, le porte-parole du gouvernement, dans le compte rendu de cette réunion. Il a dit clairement ce qu'il en était. Il a agi sur sa qualité du garant du bon fonctionnement des institutions. En tout cas, il y a cet article qui existe dans la Constitution. Et lorsque l'ordre public, même dans l'exercice de vos droits, parce que vous savez aussi la Constitution consacre les droits à la parole, le droit à la liberté d'expression. Mais vous êtes sans ignorer que même certaines personnes, dans ces droits-là à la liberté d'expression, des fois c'est mal utilisé. Dans les injures, dans la diffamation, dans les insultes. Alors, une telle personne, si on le met hors d'état de nuire, vous reviendrez encore pour dire non, non, il exerce son droit constitutionnel d'expression. Non. Le chef de l'État qui veille à la stabilité, comme il a dit, et le VPM a réuni, en tout cas c'était une communication, c'était une sensibilisation. Vous dire oui, vous avez ces pouvoirs, ces droits d'exercer les contrôles. Nous sommes dans un contexte de la guerre de l'Est. Il y a des initiatives à gauche, à droite. Vous avez suivi Doha hier. On attend Washington qui va arriver. Une partie du pays est occupée. Même si hier, j'étais très content, la fibre patriotique qui s'est dégagée sur l'ensemble du pays. J'ai vu les images de Goma qui étaient contents parce que l'équipe nationale. Ça, c'est pas peut-être, on a fait passer ça inaperçu, mais la liesse qu'il y a eu hier à Goma, je dis bien, je sais que c'était le cas à Bukavu, ça montre que les Congolais veulent rester ensemble. Personne ne rêve d'une division de ce pays. Et je crois qu'il faut que tout le monde respecte cet idéal commun, y compris nos frères et nos amis des pays voisins. Et nous pensons que le chef de l'État qui s'est engagé dans ce processus, la paix va revenir. Et donc, je ferme cette parenthèse pour revenir à ce que vous disiez. Vous dites non, c'est pas qu'on enlève aux députés provinciaux leur pouvoir de contrôle, mais c'est juste qu'il faut l'encadrer. Parce que même la liberté d'expression, il faut l'encadrer. Voilà pourquoi même vous, mesdames et messieurs de la presse, vous avez une corporation, vous avez un organe de discipline où de temps en temps, vous êtes convoqué pour dire non, Willy Kalengai, on a suivi telle émission, ça semble à une radio de 1000 collines. Et que si on vous laisse sur cette trajectoire, ça peut amener des problèmes plus que des solutions dans vos propos. Donc c'est juste un encadrement pour que les choses se fassent selon les règles de l'art, conformément à nos lois. Pas seulement ce droit-là d'exercer les contrôles, mais il y a d'autres lois aussi qu'il faut tenir compte. Notamment, le VPM doit veiller à la sécurité. Lorsque un contrôle parlementaire se solde par des crépitements de balles, qu'est-ce qu'on fait? Donc on ne fait rien. Lorsqu'il y a des morts d'hommes, parce qu'un député a fait une motion, on croise les bras. L'armée ne peut pas intervenir, la police ne peut pas intervenir. Lorsque un gouverneur dit qu'il fait l'objet d'harcèlement, ça veut dire qu'il y a un contrôle qui lui est adressé, mais au-delà de ça, on lui dit non, non, si tu fais ceci et cela, le contrôle peut s'arrêter. Ça aussi, on ne peut pas s'en occuper. Non, non, je ne crois pas. L'idée ici, c'est de faire régner l'harmonie, la cohésion. Moi-même, qui vous parle, cher Willy, je fais ce travail-là, d'amener le membre de l'exécutif et les membres des assemblées à s'entendre. On a déjà réglé, conformément aux instructions du chef de l'État, déjà dans 3 ou 4 provinces, sans que ça puisse empirer. Donc, il faut privilégier ces cadres de dialogue, d'échange, que ce plénière soit plutôt un temple de démocratie, où la population va suivre ce qui est reproché au gouverneur. Et que le gouverneur, il n'y a pas que le gouverneur, il y a aussi le membre de l'exécutif provincial. Le gouverneur est investi avec ses ministres. Il faut qu'il y ait ces cadres d'échange. Nous suivons le débat dans toutes les assemblées. C'est vrai, c'est toujours chaud. N'oubliez pas que des fois, il y a des coups qui s'en suivent. C'est ça, le spectacle parlementaire. Mais le but est que
Qu'est-ce que la population tire de telles initiatives? Il faut voir toujours l'intérêt de la population dans chaque initiative parlementaire. Et quand cet intérêt ne s'y retrouve pas, il revient donc au garant du bon fonctionnement des institutions de demander à tout le monde de revenir sur la raison pour permettre que la paix et la quiétude, la stabilité règnent au sein de nos institutions. Monsieur le ministre, justement pour rebondir sur cette question des assemblées provinciales, au départ on pensait que le ministère des Relations avec le Parlement s'est limité seulement à Lingwala, c'est-à-dire chambre basse, chambre haute, mais là vous venez de nous révéler aussi, bon, à moi à titre personnel, que même pour les assemblées provinciales aussi, vous avez un mot à dire ou un rôle. C'est dans mes attributions. Dans vos attributions. On aimerait savoir par quel mécanisme, comment ça se passe exactement pour que vous puissiez intervenir aussi sans violer la séparation des pouvoirs. Et aussi une autre question de curiosité, parce qu'on vous a vu aux premières loges à côté de l'actuel président de l'Assemblée nationale au moment de déposer sa candidature, Emeboji Sangara. C'était à quel titre? Union sacrée, ministère des Relations avec le Parlement? On aimerait bien savoir. Parce que pour la destitution du président, de l'ancien président, vous n'y étiez pour rien, vous l'avez dit à ma conscience tout à l'heure. Oui, bon, pour commencer par votre dernière préoccupation, vous êtes quand même un journaliste bien informé. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée avait signé un communiqué demandant à tous les membres du présidium de l'Union sacrée qui sont disponibles d'accompagner les candidats communs de l'Union sacrée. Et c'est à ce titre-là. Ce n'était pas le ministre des Relations avec le Parlement. Je me suis rendu parce que je suis membre du présidium de l'Union sacrée et parce que j'étais disponible. C'est pour cela que vous m'avez vu, je n'étais pas seul. Il y avait d'autres membres du présidium qui étaient là. C'était conformément aux instructions de notre haute autorité de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, par rapport aux assemblées provinciales, dans mes attributions, j'ai les prérogatives de s'assurer que les édits, ça veut dire que les lois qui sont votées par les assemblées, puissent être conformes à la Constitution. Vous allez me dire, mais vous n'êtes pas la Cour constitutionnelle. Non, mon travail n'est pas celui de déclarer oui ou non la constitutionnalité ou pas d'un texte, mais c'est d'accompagner les assemblées pour que lorsqu'ils votent un édit, qu'ils adressent la requête, c'est ça la procédure qui est prévue en la matière, au niveau de la Cour constitutionnelle, afin que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer sur la constitutionnalité de ce texte. C'est dans l'ordonnance du 7 janvier 2022. Et au-delà de ça, comme le mot le dit, Parlement, au-delà des édits, c'est-à-dire le travail parlementaire qui est fait au niveau des assemblées, c'est aussi un travail de politique générale, qui consiste à ce que nous puissions, parce que n'oubliez pas que le ministère des Relations avec le Parlement, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Je suis sur l'ensemble du pays à travers les divisions provinciales. Et donc le travail que moi je fais de dialogue, de pont entre le pouvoir central et le Parlement au niveau national, les divisions provinciales le font aussi au niveau provincial. Donc, ils prennent aussi part aux plénières des assemblées provinciales. Ils prennent note, toutes les plénières qui sont organisées pour votre information, il y a toujours les membres des relations avec le Parlement, tous les jours, qui font des rapports. Parce que c'est avec ça que le gouvernement réagisse son action en tenant compte des aspirations des élus du peuple. Et donc, je suis aussi au niveau provincial, à travers les divisions provinciales, qui constituent aussi le cordon ombilical entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Voilà. Je me demande si Charles Montesquieu ne serait-il pas en train de convulser quand on voit vos attributions. Vous êtes censé être le ministre le plus permanent à l'Assemblée nationale, d'où je reviens sur la question de ma consoeur. D'ailleurs, vous nous dévoilez qu'il vous est déjà arrivé d'agir pour désamorcer la crise dans 4 provinces. Là, ce n'est pas officiel. Vous est-il arrivé, ou bien estimez-vous que de par vos attributions, déployant des ordonnances de 2022 pour attribution, vous pourriez vous initier dans la conduite des affaires parlementaires, comme là on apprend que vous intervenez aussi pour harmoniser l'ordre du jour.
l'académie parlementaire. Le gouvernement veut former des parlementaires. Pourquoi ne pas laisser l'Assemblée nationale s'organiser et créer son académie? Et que pensez-vous du Parlement, monsieur le ministre? Parce qu'à part ça, aussi, vous êtes un élu. C'est la deuxième fois pour vous. Quand vous entendez ou bien quand vous vous rendez compte qu'il y a des pratiques, par exemple, que le gouvernement combat en dehors du Parlement, mais qui sont alimentées au Parlement. C'est notamment des millions de dollars qui sortent, on ne sait d'où, pour faire élire quelqu'un. C'est notamment des concepts tels que les kilos, les documents de travail, une sorte de pot de vin qui serait versé aux députés. Pour vous qui êtes membre du gouvernement, porter la gestion du pays, de telles pratiques, vous est-il déjà arrivé d'en prendre connaissance, ou si ça arrivait, quelle serait votre réaction? Parce que c'est déjà arrivé. Bon, je vous laisse le droit d'affirmer. Vous connaissez mieux que moi les réseaux sociaux. Il y a à boire et à manger. Curieusement, dans tout ça, ce n'est que des narrations. Voilà. On ne montre pas les faits. C'est-à-dire que ces millions sur une table en train d'être distribués, ces enveloppes en train d'être... C'est toujours on. Généralement aussi, les journalistes que vous êtes, vous vous laissez aussi induire en erreur. Vous avez vos contacts, parce que je sais comment vous fonctionnez. Élysée Odia, certainement, ses contacts aux finances. Telle information, est-ce que c'est vrai ou faux? Vous fiez à vos contacts. Les sources. Qui sont des fois fiables ou non, ben, voilà. Pour des faits aussi graves, portés sur l'honneur des institutions, comme l'Assemblée nationale, où on parle de corruption. L'Assemblée nationale qui est la deuxième institution du pays. Je crois qu'avant d'affirmer ces choses, médias ou pas, vous devez vous assurer de preuves de ce que vous alléguez. Parce que généralement, c'est des gens qui sont mécontents, ce qui arrive, on est dans une démocratie, donc il y a une majorité qui décide sur une minorité. Et c'est toujours pas bien perçu par cette minorité qui cherche toujours d'une manière ou d'une autre à s'exprimer. Et je crois que la meilleure façon de nous aider et d'aider la République, c'est que quand il y a des faits aussi graves, que quelqu'un détient des preuves, c'est de le porter devant les cours des tribunaux. On ne peut pas laisser comme ça corruption, qui est un acte infractionnel, puni par le Code pénal congolais, livre 2, et vous détenez des preuves de ces choses. Et la voie que vous avez choisie pour en faire part, c'est les médias. Non, aidez-nous quand même. Prenez le courage. Une plainte. Vous savez, le parquet est saisi de 3 manières. Soit par constat, soit par plainte. N'est-ce pas? Et donc, prenez le courage, prenez les avocats. Dites, non, moi, Pascal Molengwa, je vécu. Voilà d'ailleurs le fait. Vous appelez, on peut même vous appeler, même pour ça, le gouvernement mettra même des avocats à votre disposition. 30, 40. Où vous portez des faits, des corruptions à la connaissance des cours et tribunaux. Afin que ces derniers, qui ont le monopole de l'action publique, qui ont tous les outils de vérification, tous les outils de confrontation pour que la vérité se manifeste, aident la nation à en savoir un peu plus et au besoin, sanctionner les auteurs de ces actes qui portent atteinte à l'honneur d'un pays. Mais n'est pas avancer même 1% de preuves, rien que par votre plume ou par vos propos, je crois que c'est trop... Et quand on initie maintenant des actions judiciaires contre vous, non, les journalistes sont indépendants, ils ne trahissent pas ses sources d'information. Il y a toujours des propos comme ça. Non, la source, il faut la protéger. Mais ok, d'une part, vous protégez la source, mais d'autre part, vous avancez des faits aussi graves, sans preuve. Je crois qu'il y a lié, cher Pascal, qu'on respecte les institutions de la République. Je ne suis pas pour la corruption. Je condamne, parce que le chef de l'État a mis en place un outil qu'on appelle l'Inspection générale des finances, qui est là pour traquer. Nous avons adhéré à des conventions internationales. Il y a la loi sur la contrebande, il y a la loi sur des mécanismes. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons. Le pays veut sortir de la liste GAFI, pardon. Donc il y a un effort à faire pour assainir l'environnement dans la gouvernance. Et donc on ne peut pas laisser comme ça des pratiques
hein, qui sont de nature à nous faire équiler. Mais aidez-nous, aidez la République, cher Pascal, vous qui avez de preuves de ces faits que vous alléguez, que les causes des tribunaux puissent être saisies et que la vérité se manifeste. Maintenant, le volet sur... la séparation des pouvoirs. Oui. N'avez-vous pas l'impression de vous initier, Non. naturellement dans la politique? Alors, maintenant, je vais revenir. L'institution, vous êtes autonome. Je suis d'accord. Ce qui est proposé par le gouvernement, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Cette formation nécessite des titres à délivrer, des certificats à délivrer, avec une équivalence des titres. Et l'enseignement, que ce soit supérieur ou l'enseignement continu, relève de la compétence du gouvernement. Cela n'exclut pas que le Parlement puisse avoir ses propres centres de formation pour les élus. Moi, je ne parle pas de la formation organisée par le Parlement. Je parle de la formation continue qui relève de la compétence du gouvernement, pas seulement pour les députés et les sénateurs. Cette formation concerne la société civile, ça concerne les ONG. Tout le monde est libre. Parce que dans les conditions, vous devez être recommandé par une institution. Vous savez, l'ENA, l'École nationale d'administration, organise les enseignements pour celles et ceux qui veulent faire carrière dans la fonction publique. Ici, c'est une formation continue, parce qu'il y a une certification à donner à la fin. Il y a des équivalences. Il y a des professionnels, il y a plusieurs qualifications, il y a des professionnels, j'ai même le tableau avec moi ici, je vais vous dire. Vous avez la spécialisation modulaire, qui vous donne de 2 à 4 semaines. Et vous sortez de là avec un certificat de perfectionnement professionnel. Vous avez des formations de 3 à 6 mois, qui vous donnent ce qu'on appelle la qualification technique. Et vous sortez de là avec le certificat de qualification professionnelle. Il y a des formations de 9 à 12 mois, qui vous donnent ce qu'on appelle l'expertise avancée. Et vous sortez de là avec un diplôme de technicien supérieur. Parce que comme vous le savez, dans le système LMD, vous avez le système LMD pour la formation universitaire et le système LMD pour la formation professionnelle. Il y a des docteurs en formation professionnelle, il y a des professeurs, parce qu'ici nous confondons. Généralement, ceux qui viennent même enseigner dans la filière formation professionnelle, ce n'est que les gens qui ont suivi la filière académique et universitaire. Ailleurs, il y a des docteurs en menuiserie, qui est un métier. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre. Ici, pour créer cette académie, il fallait un acte réglementaire. C'est pour cela qu'on a pris l'arrêté. Vous savez, le Parlement ne prend pas d'arrêté. Le Parlement agit par décision du bureau. Il peut créer un centre pour les députés. Le Parlement agit par recommandation. Le Parlement agit par résolution. Mais ici, il fallait prendre un acte administratif. D'où l'arrêté interministériel, qui n'est pas à confondre. Donc, c'est cette formation qui concerne un peu, qui va au-delà des députés. Celles et ceux qui veulent être demain députés nationaux. N'est-ce pas? L'Académie va l'aider à comprendre les ABCD du Parlement. Il aura déjà des prérequis sur les droits constitutionnels. Il y aura des modules sur les... On ne va pas vous enseigner tous les droits constitutionnels comme si vous étiez à la faculté des droits. Mais lorsqu'on parle État congolais, ça veut dire quoi un État? Vous savez, c'est la notion de l'État, ça s'enseigne à l'université. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir public? Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté? Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir législatif? Qu'est-ce qu'on entend par les gouvernés, les gouvernants, politique publique, budget? Parce que la loi de finances, par exemple, ne se lit pas, même si vous êtes licencié en droit. Si on vous amène aujourd'hui la loi de finances ou la loi de reddition des comptes, cher Pascal, tu ne vas pas les lire comme... ce n'est pas un bouquet, hein, ce n'est pas un roman, hein, la loi de finances. Pour aller dénicher, pour dire que pourquoi on a mis autant de crédits à l'éducation et pas chez les anciens combattants. Pourquoi on a mis autant de crédits aux infrastructures, mais pas au ministère de la Jeunesse. Pourquoi pas aux gens? Donc il y a une lecture de la loi de finances. Et pour ça, il y a des techniques pour lire la loi de finances. Il y a des techniques pour venir contredire une loi de reddition des comptes.
Parce que pour débattre avec le ministre des Finances, cela ne vous demande pas d'être spécialiste en finances publiques. Mais vous devez avoir le minimum. Et tout ça, il y a des modules de formation qui ne sont pas à confondre avec ce qui va se faire dans le cadre de l'APA. C'est aussi pour les confessions religieuses. Vous savez, de plus en plus, les confessions religieuses s'intéressent un peu à la politique, là. Alors, l'APA aussi, c'est un outil pour eux de comprendre ce que ça veut dire pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est toute une notion, ça. Pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ça veut dire quoi? Avoir un mandat du peuple. Parce que nous nous retrouvons après les élections de 2023, il n'y a qu'une personne qui a été élue président de la République. Alors, ces rôles, vous croyez que cette personne est prête à partager son pouvoir discrétionnaire avec tout le monde? C'est pas biblique, ça. Ça, c'est des notions de base. Et APA va nous aider à nous tous. J'ai dit confession religieuse, les institutions d'appui à la démocratie, les journalistes. Voilà, vous qui vous avez, parce que j'ai des temps de plus en plus, les journalistes aiment beaucoup la politique. C'est bien, hein? Ça, j'aime bien. Mais il y a un minimum à comprendre. Même quand vous vous adressez à un membre du gouvernement, les ministres des Nations, qu'est-ce que veut dire être un ministre? Comment on devient un ministre dans une démocratie représentative? Parce que quand on sort des élections, on dit, on nomme un informateur. Ça veut dire quoi? Et tous les journalistes sont là. Vous avez vu ça avec le SH Kabouya, après les élections de 2023. Mais quand vous allez chez lui comme formateur, son rôle, c'est quoi? Vous devez avoir ce prérequis-là. Après, il y a un informateur. Ça veut dire que lorsque la majorité est identifiée, il y a quelqu'un à qui on confie le pouvoir de constituer le gouvernement. Comment on constitue le gouvernement? Comment on consulte les forces en présence après les élections? Selon le poids des uns et des autres. C'est des notions qu'il faut apprendre. Parce qu'on est un peu ici, ça fait des ordres. Tout le monde s'improvise, tout le monde spécialiste dans tout le monde. Et ça fait un peu des ordres. Alors l'APA va venir vraiment pour nous permettre à ce qui est de pouvoir public, que les A, B, C, D, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de formations pour que nous puissions. Donc il n'y a aucune émission. Au contraire, c'est la collaboration, parce qu'on en a besoin pour la bonne marche étatique. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Toutes mes questions sont déjà épuisées, mais je vais répondre sur la question de notre doyen. Sur la proposition de suspendre de motion dans les assemblées, provinciales, monsieur le ministre, vous avez avoué que vous faites aussi des négociations, entre guillemets officieusement, entre le membre du gouvernement et les assemblées. Si ces assemblées provinciales refusent de tempérer cette injonction, est-ce que vous êtes prêt à aller encore faire la négociation pour essayer de calmer les choses? Deuxième question, vous avez parlé de vos réalisations, mais vous n'avez pas parlé de vos projets d'avenir dans ces ministères. Est-ce qu'on peut le savoir? Merci, cher ami. Tout ce qui est politique n'est pas juridique. Je vous parle en connaissance de cause. Vous savez, moi-même, je suis avocat, ça fait près de 20 ans. Je suis entrepreneur, ce n'est pas un secret, même si sur le plan de la Constitution, je ne peux pas le faire directement, ni par personne de ma famille. Je me suis retiré. Mais dans un passé, avant d'entrer en politique, avant de déclarer mon patrimoine à la Cour, je suis aussi entrepreneur. Je suis aussi philanthrope. Je suis un homme de la science aussi. Vous savez, je suis doctorant en droit. Il y a quelques jours, j'ai défendu mon DS. Et donc, c'est un assemblage de toutes ces casquettes qui me permet de vous répondre pour dire tout ce qui est politique n'est pas juridique. Donc, si vous cherchez des solutions politiques en se basant sur les textes de loi, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que la politique va au-delà. Ça intègre la religion, ça intègre la morale, ça intègre le civisme, ça intègre la philosophie, ça intègre la théologie, ça intègre... ouais, ça prend un peu plusieurs aspects. Donc, des fois, des initiatives que nous menons, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je suis chef d'un parti politique. J'ai des élus provinciaux, nationaux, de mon parti. Je dis bien, mais on est tous de l'Union sacrée, famille politique de la haute autorité. Donc, si j'ai quelqu'un, un membre de mon parti, mais qui est de l'Union sacrée, donc qui travaille sous la vision du chef de l'État, qui est concerné par un dossier qui sont en province, je peux intervenir dans les coulisses, ça s'appelle la diplomatie politique, pour amener les gens.
Sous la Bapala. On ne va pas me dire, mais vous avez agi sur bas de quel texte de loi? Et je crois que c'était ça le volet de la question sur ce travail que j'ai fait. Vous avez rebondi sur la question de... Pour sanctionner. La Constitution, déjà... Non. Non, non. Vous savez, l'union sacrée... N'oubliez pas qu'il y a une famille politique qui gère ce pays. Ça s'appelle Union sacrée de la nation. Et au-dessus de cette plateforme politique, c'est le chef de l'État, l'exercice de Tshisekedi Tshilombo. Il ne faut pas être choqué, parce que lorsque lui s'adresse aux députés, c'est aussi en sa qualité de la haute autorité de l'Union sacrée. Et la discipline qui y règne, je ne pense pas que les gens vont aller au-delà de ces orientations, qu'il a lui-même aussi répété ça dans sa communication le vendredi. Donc c'est l'Union sacrée qui a la destinée de ce pays entre ses mains à travers son Excellence président. Donc il ne faut pas nous amener à la rébellion, il ne faut pas pousser les élus à penser plus que ça. Je vous promets que les orientations données par la haute autorité seront suivies sans violer un texte qui que ce soit. C'est dans le cadre de la gestion de notre famille politique. J'inverse l'ordre de mes deux petites questions, parce que vous étiez en train de parler de la paix dans la partie est du pays. En République démocratique du Congo, bon, quelquefois, il nous arrive de nous poser des questions. Si ça vaut la peine que les élus votent certaines lois ou pas, ou prennent certaines dispositions. Parlons de l'Est. Il y avait des résolutions prises par les parlementaires par rapport aux anciens rebelles en ce qui concerne le brassage, le mixage et tout ça. Après la guerre, il y a ces anciens rebelles. Est-ce qu'il faudra les insérer dans les services de sécurité? Il y a Doha, quelque part. Il y a en même temps le Parlement congolais. Vous faites le pont. Votre responsabilité dans ce qui se passe, parce que ce sont les délégués du gouvernement qui sont à Doha. Par rapport à ces résolutions-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous vous préparez, parce que ça s'écorce un peu aussi en ce qui concerne les points qui restent en termes de négociations? Est-ce que le ministère des Relations avec le Parlement est en train de penser à ce qui va se passer en ce qui concerne certaines résolutions prises par le Parlement, en ce qui concerne l'application? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Très bien. Et deuxième, dernière question. Vous parlez du ministère des Relations avec le Parlement, qui n'a pas existé, si j'ai bien compris. Oui, je crois que c'était ça aussi, dans le gouvernement Soumiwa 1. Le secrétariat général de ces ministères, il est toujours là, opérationnel? Dans quel état vous l'avez trouvé? C'est un secrétariat général qui fait quoi quand le ministre n'est pas là? Fait son travail, parce que le secrétariat, on sait que c'est souvent lié au ministère. Merci beaucoup. D'abord, je vais répondre au premier volet de votre question. Vous savez qu'il y a des négociations qui sont en cours. Et donc, commenter sur des choses qui sont en cours, des choses qui se mettent en place, ce n'est pas toujours agréable. Je vous prierai d'attendre l'achèvement de ces négociations. Et quand nous tous, nous allons prendre connaissance de ce qui en résulte, en termes d'obligations, en termes d'engagement, qui doit faire quoi pour arriver à quel résultat, je crois que je serai plus disposé à répondre à cette question. À ce stade, donnons la chance à ces négociations. Je ne voudrais pas qu'une seule phrase ici dise, voilà, le ministre des Relations avec les... Parce qu'il a dit ça, je ne veux pas parapher, je ne veux pas signer. Non, laissons d'abord les négociations. Même vous, les journalistes aussi. Laissez d'abord ces négociations aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Parce qu'un moindre tweet, une moindre déclaration, un moindre article de presse, ah, celui-là, parce qu'en fait, joue des ramifications. Ça, c'est le pouvoir de Kinshasa. Soyons assez responsables. Nous parlons de viols, nous parlons de millions de morts, nous parlons de crépitement de balles, des systèmes bancaires qui ne fonctionnent plus, des aéroports fermés, des enfants, des gens qui sont dans des camps de déplacement. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, nous tous disciplinons-nous aussi pour laisser ces gens, les gens qui parlent, les gens qui négocient, puissent arriver au bout.
Un peu, c'est comme dans Sixtine. Vous savez comment on élit les papes? Voilà. Ils se retirent dans la chapelle. Ça s'appelle Sixtine. Et tout le monde attend la fumée. Quand elle est noire ou blanche. Je crois que c'est l'attitude qu'il faut adopter à ce stade. Laissons nos cardinaux qui sont dans ces négociations à l'aise. Évitons de leur envoyer des projectiles pour dire non, voilà, un peu comme disent aux Ayouma, pour que quelqu'un se sente un peu vexé, se rebiffer, on n'a pas besoin de ça. Nous voulons recouvrer notre intégrité territoriale. Laissons. En tout cas, à ce stade, je vous prierai que tout ce qui concerne les aspects de la guerre et du retour de la paix, de la responsabilité des uns et des autres, laissons d'abord ça. Que les choses aillent jusqu'au bout. Maintenant, il y avait le deuxième volet sur... Le secrétariat général. Oui, ça existe bel et bien. Il est ici à la Gombe. C'est M. Massala. Et là, on avait juste un problème de la révision du cadre organique. Parce qu'il fallait qu'on puisse réviser. Jusque-là, on n'avait que 6 directions. Ça veut dire qu'il y a d'autres matières. D'abord, le ministère est maintenant le ministère d'État. Il fallait qu'on revoie le nombre de directions de 6 à 10. Donc, c'est le travail qui s'est fait maintenant. Mais le secrétariat général existe. C'est pour cela que je vous ai parlé de division provinciale. Comment on peut parler de division provinciale s'il n'y a pas un secrétariat général? Et toutes les plénières sont couvertes par le membre du secrétariat général. J'aurai l'occasion de vous les présenter si vous le voulez aussi bien. Peut-être que vous voulez le voir physiquement. Je vais m'organiser pour que vous le voyez et que vous puissiez les saluer éventuellement pour vous assurer qu'il existe. Mais je voulais revenir également sur la partie vulgarisation des textes de loi. Au sein de l'Académie, nous avons mis en place APALEX. Parce que l'article 142 de la Constitution oblige le gouvernement à traduire les lois dans toutes les langues nationales. Parce que ce principe, nul n'est censé ignorer la loi. Nous avons dans notre pays où les gens ne parlent que Chiluba. Ils ne connaissent pas une autre langue. Il y a des gens qui ne parlent que Lingala. Bon, c'est vrai, vous allez me dire, mais ça c'est au gouvernement, le droit à l'éducation, c'est un droit constitutionnel. Bon, ça c'est un autre débat. Ma collègue, la ministre d'État à l'éducation, est mieux placée pour vous répondre. Et donc, nous allons, parce que la Constitution le prévoit, l'article 142, faire la traduction de nos lois désormais dans les 4 langues. Afin que quand tu es devant les cours des tribunaux, quand il y a un avocat qui soulève une exception, vous pouvez quand même dire, j'école. D'où on aura maintenant les codes miniers en Kikongo. Je ne sais même pas comment on appelle code en Kikongo. On va avoir comme ça, code minier. On dit code minier, mais en Kikongo maintenant. Je ne sais pas s'il y a un Congo ici qui peut nous aider à traduire ça. Comment on appelle code minier. Peut-être en Chiluba, Willy Kalenga pourrait nous aider. Comment on dit code minier en Chiluba? Ah. Donc nous allons faire la traduction des textes de loi dans toutes les langues nationales. Et puis faire la vulgarisation. Est-ce qu'aujourd'hui la loi sur l'aménagement du territoire qui a été votée, publiée au journal officiel, parce que le journal officiel n'existe qu'ici à Kinshasa. Est-ce qu'à Popo Kabaka, ils ont vu ce texte-là de la loi sur l'aménagement du territoire? Est-ce qu'à Chilenge? Est-ce qu'à Bondo? Est-ce qu'à Ango? Est-ce qu'à Bolomba, Dikoro? Ils ont déjà vu ce texte-là. C'est au gouvernement d'assurer la vulgarisation. Donc, l'Académie aura tout un département que pour ça. Nous avons également un département qui va s'appeler l'ex-impact. Toutes ces lois qu'on vote tout le temps, y compris la demande qui m'a été formulée par Mme Élisée Odia sur l'agenda législatif, mais toutes ces lois qui vont arriver, Ingal, quel est l'impact de ces textes de loi? Je suis revenu sur ça, sur le code minier, pour dire, depuis 2018, est-ce qu'on a un référentiel de l'impact du code minier de 2018 à ce jour? Oui, on peut dire non, on a augmenté les recettes publiques, parce que, oui, mais ça ne se limite pas seulement à l'augmentation des recettes publiques. Il faut voir ça à 360 degrés. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à des conclusions que ce texte ne vaut plus. C'est caduc. Aujourd'hui, nous avons le numérique. C'est-à-dire que tous les textes qui ont été pris, qui datent de 1960, avec l'avènement du numérique, ces textes ne sont plus d'application. Du moins, c'est obsolète. Donc, il faut un travail d'adaptabilité de nos textes de loi sur l'avancement de notre société. Et donc, il y aura APALEX pour la traduction, la vulgarisation, l'ex-impact pour jauger les lois
Et j'aurais besoin de vous également au sein de l'académie, les femmes et les hommes de la presse, pour un institut de sondage qu'on appelle la transparence. On va faire parler la population, comment ils vivent l'action. Vous le faites, hein, généralement, vous nous imposez. Je vois là le meilleur ministre du gouvernement. Je ne sais pas si quel baromètre d'analyse. Vous nous imposez des fois ça. Qui est le meilleur ministre du gouvernement soumis? Vous-même, vous faites calcul. C'est pas, des fois, je pose la question si les enquêteurs sont ils partent. Bon, bref, le gouvernement doit encadrer ce genre de sondage d'opinion. Mais vous le faites bien. Vous le faites tellement si bien que les radios, les médias, RFI, que je suis chaque matin, vous le faites bien. Mais le gouvernement voulait quand même aussi, de lui-même, poser la question à la population, sans passer par vous cette fois-ci, pour demander qu'est-ce que vous en pensez de notre travail. Et ça se fera à travers un outil qu'on appelle la transparence. En fait, je reste sur le sujet de l'académie parlementaire, que je salue d'ailleurs comme initiative. Ça permet d'avoir quand même de renforcer la capacité des parlementaires futurs. Mais ma préoccupation est celle-ci. Quelle place l'académie accorde-t-elle à l'éthique dans la formation? Parce que on est dans un pays où quand même il y a beaucoup d'États. On dit que la corruption se porte bien, mais au-delà il y a beaucoup de choses. Et le président a la volonté d'avoir une classe politique beaucoup plus responsable. Quelle place vous accordez à l'éthique dans la formation à l'académie, dans cette académie, monsieur le ministre? Bon, je crois que d'abord l'académie n'a pas encore commencé. Il faut attendre que tous les modules se mettent en place. Mais je sais qu'il y aura les modules sur la bonne gouvernance, sur l'éthique. Et donc, attendons que là, on est en train de mettre en place tous les modules, y compris sur la question de l'éthique et la bonne gouvernance. On ne peut pas s'en passer. Parce que c'est des choses essentielles que tout le monde doit se faire munir si jamais vous êtes appelé à servir le pays, à servir la nation. La dernière question, c'est en dehors des innovations que vous avez mises en place, quelles seront les prochaines étapes que vous envisagez pour renforcer l'efficacité de votre ministère? Bon, d'abord, il faut d'abord commencer par mettre en marche tout ce qu'on a parlé ici, que l'académie ouvre ses portes, avant de commencer à penser à autre chose après ça. Donc nous, en janvier, on démarre les formations. Il y aura des formations statiques et des formations en ambulatoire. Évidemment aussi en présentiel ou en ligne. Parce que les formateurs, par exemple pour les assemblées provinciales, c'est pas toujours agréable pour faire venir les gens ici. Donc les gens vont aller à l'Omami, ils vont aller au Sankuru, ils vont aller dans les bas Ouélé, dans les hauts Ouélé pour s'assurer que les formations sont, et puis les examens qui vont se passer en présentiel, en ligne. On a prévu vraiment tous les modules qui permettent à ce que les apprenants, parce que c'est comme ça qu'on va les appeler, tout le monde puisse être atteint afin que les résultats soient au rendez-vous. Excellence, na zalaki na mituna me oso ya noli na mingi. Merci. Ça est la biso condensé na lingala to pe na swahili pe na chiluba na oizali misala oyoza nango. Matondo. Merci ndeko pona motuna. D'abord na pesi bapandi sango merci. Matondo. Toi ça qui dit là, ndenge boyaki kotala biso na ministère ya relation avec le parlement. Bo pesi biso occasion ya ko expliquer na bana mboka mosala nini oyo ministère ya relation avec le parlement asalaka. Yango to bandaki liboso ko expliquer na bino que tata mokonzi ya mboka oyo aponamaki na près de 75% de la population tango apretaki serment aprometaki na ba congolais nini ya kosala pona bango. Na promesse na ye nde mama premier ministre chef de gouvernement kolandisama na vision ya tata mokonzi parce que vision ezalaka mibale te. Vision ezali ya moto moko oyo babengi ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vision wana nde babongoli yango et comme programme d'action du gouvernement. À kati ya gouvernement de tokuti ministère des relations avec le parlement comme ba ministère misusu. Bon mosala ba ministre ça le makaka mbutu te. Il y a na lokasa oyo ezali ko prévoir nini ministre akoki ko sala na secteur na ye. Nde to bengi ordonnance oyo ya 7 janvier 2022. Na kati ordonnance wana epesi biso pouvoir ezali jomi na mitano na kotanga nyonso te na kati wana
mosala biso ezali ko représenter gouvernement et pas il y a parlement. Et lokola otobenga na lingala baba pont baba. Isika wapi manso esengeli eleka porte ya kokota na gouvernement pe ya kobi. Contrôle parlementaire, ministère des relations azali wana. Ba bengisi ministre na parlement nazali wana pona ko accompagner. Ba texte, ba loi attaque initiative outil na parlement, ba tini na gouvernement pour l'enrichissement tozali wana. Texte outil na gouvernement le kola projet kende kuna ministère des relations du parlement azali wana. Pour s'assurer que dialogue ezali. C'est vrai, en mboka tolobi séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Mais séparation wana esengeli na ba passerelle pour que mboka ezala bloqué. Bon moto ya zakalokola moi envoyé alobaka na litoyi ngai alobaka na matoyi mibale litoyi ya parlement na litoyi ya gouvernement. Bon on a PCP bino quelques innovations automemi kolandisama. J'insiste na vision ya mokonzi. Ba innovation ezali ya loando te. Loando atali vision ya mokonzi. A manoli atali programme d'action ya mama Suminwa. Nde alobi ba attribution na ngai soki to tchemo aboy. Pe na saki okanga moko te. Njo résumé, bien mis en poker pas mon ministère de relations avec le Parlement. Il quoi tout exercice parce qu'on a eu depuis que tu le quoi nommé na poste dans quelques jours t'as quoi 100 jours. Je vais na poker, je vais na expliquer kazi yango ya ministère du Parlement ni nini parce que kila mtu kuna ma compréhension yake. Je crois que je me suis livré à cet exercice. Beaucoup est rassuré que mkubwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko na tumika nguvu sana. Dieu amani irudie, guerre iishe, Dieu turudie mu 2 345 410 km ya frontière yetu. Mungu amubariki, aksanti. Mama, batata bote, ba journaliste, bine banakoya hapa malgré vos agendas. Dieu tuongee, tu expliquer ma population, devoir de révabilité.